voudrais vous rappeler que dans cette brève introduction que je vais vous faire, que les papillomavirus sont des virus connus depuis très longtemps, que les pathologies qu'elles induisent sont également connues depuis longtemps, sauf pour les sites, en particulier l'oropharynx, pour lequel on retrouve l'association papillomavirus à certains cancers depuis quelques années, en tout cas pas aussi longtemps que le col de l'utérus. Alors pour vous rappeler simplement que les papillomavirus est un groupe de virus assez vaste, environ 400 virus identifiés à ce jour, dont une quarantaine qui ont une action, on va dire, sélective sur les tissus du tractus génital bas, également pour certains au niveau anal, et nous allons en parler au niveau de l'oropharynx. D'emblée, deux catégories bien distinctes de virus, ce qu'on appelle les papillomavirus à bas risque, qui sont essentiellement composés des virus 6, 11, 42, il y en a d'autres. Ces virus occasionnent des lésions toujours bénignes, qu'on appelle des condylomes acuminés, qui ont comme caractéristique parfois de s'étendre, d'être difficiles à traiter, de récidiver. Et ces virus à bas risque, le plus souvent, ne sont pas retrouvés dans les tests HPV, ne sont pas recherchés dans les tests HPV que le médecin va demander. Donc, pathologie à part, toujours bénigne, mais difficile à traiter, parfois récidivante, et présente chez le garçon et chez la fille, essentiellement au niveau des tissus, des sites génitaux externes, essentiellement la vulve, la verge, bien entendu, l'anus, le canal anal. Et puis il y a le groupe des papillomavirus qu'on appelle à risque. D'autres disent papillomavirus oncogènes ou à haut risque. C'est un groupe d'une quinzaine de virus. Et il faut bien le reconnaître que cette dénomination papillomavirus à haut risque doit être un peu modulée. En effet, sur les 15 virus appelés à risque, il n'y a que 7 virus qui sont responsables de 90% des lésions précancéreuses du col de l'utérus et des cancers. Il faut aussi garder à l'esprit que le risque est modulé en fonction des types de virus. Le risque n'est pas le même pour un virus 16 que pour un virus 53. Donc, il faut moduler le risque en fonction des types de virus qui sont présents. Et puis, là aussi, bien garder à l'esprit que porter un papillomavirus à risque ne veut pas dire cancer, que effectivement, il y a beaucoup de virus qui vont être là de manière transitoire. Et surtout, pour la partie qui est le col de l'utérus, qui est le site, on va dire, le plus impacté par ces virus-là, eh bien, il y a le dépistage qui permet dont l'objectif est d'attraper les lésions au stade de pré-cancer, et donc traiter le pré-cancer évite le cancer. En d'autres termes, il n'y a pas une épée de Damoclès du cancer, en tout cas sur le tractus génital et sur la partie anale. Évidemment, le génital a le dépistage, il y a d'autres sites qui n'ont pas le dépistage, nous allons en parler. Alors juste pour vous rappeler que c'est une infection qui est extrêmement fréquente, puisqu'on estime qu'environ une personne qui a eu, durant la vie d'une femme, à peu près 75% ont été exposés au moins une fois à ces virus durant leur vie. La contagion est également assez forte, et c'est une contagion qui est essentiellement par contact de peau à peau ou de muqueuse à muqueuse, contagion qui se fait
à l'occasion des rapports sexuels. La contagion par la voie digitale est un peu remise en question ces dernières années, alors qu'elle était avancée il y a quelque temps. Donc il y a le risque de transmission de ces virus par le contact digital n'est pas étayé aujourd'hui par les données de la recherche. Enfin, il faut bien comprendre que ces virus vont avoir, comme on a dit, un impact différent selon les sites concernés. Le site privilégié, le plus fréquemment concerné par ces pathologies, c'est le col de l'utérus. Sur le col de l'utérus, l'infection démarre, je parle bien d'infection et pas de lésion, c'est deux choses différentes. L'infection démarre relativement jeune avec un pic qui se situe autour de 20-25 ans et décroît progressivement avec l'âge. Cependant, toutes les femmes demeurent à risque d'être exposées durant leur vie, même si chez la femme, au niveau du col de l'utérus, la fréquence de l'infection a tendance à diminuer avec l'âge. A l'inverse, chez l'homme, au niveau génital, l'homme continue durant la vie à augmenter sa fréquence d'exposition face à ces papillomavirus au niveau génital. Et puis au niveau ORL, l'exposition de ces virus dans la cavité orale, on se rend compte que finalement la fréquence de l'infection est plus importante, est 3 fois plus importante chez le garçon que chez la fille, chez l'homme par rapport à la femme. Et là aussi, la cinétique de l'infection durant la vie est différente qu'au niveau génital, puisque on a une cinétique à double pic, un premier pic autour de 35 ans et un second autour de 65 ans. Et là aussi, avec une différence très nette entre la fréquence de l'infection chez l'homme et chez la femme. Un point important, c'est que ces virus, et ça il faut bien le garder à l'esprit, ont comme propriété d'être éliminés spontanément dans un délai moyen de 24 mois de l'ordre de 90%. Quels que soient les types des virus, même si ce sont des virus, on va dire, les plus actifs, comme le type 16. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la persistance de ces virus à travers le temps. Et en réalité, lorsque nous détectons une anomalie, que ce soit sur le col, au niveau de l'anus et au niveau ORL, eh bien c'est déjà une infection persistante. La majorité des infections sont passées quasiment inaperçues et ont été éliminées naturellement, comme je l'ai dit, dans plus de 90% des cas. Alors, lorsque on a dit ça, eh bien, quel est l'impact de ces virus ? Qu'est-ce qu'ils provoquent lorsqu'ils sont persistants pendant des années? Et l'histoire naturelle montre que de l'infection au cancer, au niveau, en tout cas, où c'est bien documenté au niveau du col de l'utérus, c'est en moyenne 20-25 ans. Le problème, c'est que toute la période où le virus est là présent dormant, eh bien, il est asymptomatique. Il n'y a pas de modification, en tout cas clinique. Lorsque le virus, évidemment, persiste, alors cela varie en fonction de l'âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 6 ans, il commence à modifier la cellule, et c'est là où on va observer des modifications du revêtement concerné. Si on s'intéresse au col de l'utérus, évidemment, c'est là que le frottis va commencer à se modifier. Mais l'histoire naturelle est quand même malgré tout assez longue. L'impact
pour les infections persistantes qui ont duré plus de 20 ans, 25 ans, et qui n'ont pas été détectées ou dépistées et donc traitées. Eh bien, c'est ce qu'on observe aujourd'hui en France, à peu près 3000 cas de cancer du col, à peu près 1100 cas chez la femme de cancer de l'anus, puis quelques centaines de cas de cancer de la vulve. Ça représente chez la femme à peu près, au total, les cancers impactés par les papillomavirus, à peu près 4500, 4700 cas chaque année. À côté de cela, nous avons l'impact des papillomavirus à risque chez l'homme. Et là, ce qui domine, c'est le cancer de l'oropharynx, dont on a découvert un peu plus tardivement le rôle de ces papillomavirus par rapport à l'histoire très ancienne connue du col de l'utérus. Et là, c'est à peu près, mon collègue Etam va vous en parler, à peu près 1100 cas de cancer ORL. Je voulais également vous dire qu'il y a des cancers ORL chez la femme, mais c'est 3 fois moins que ce qui est observé chez l'homme. C'est-à-dire à peu près, ça doit représenter peut-être 400 cas chaque année. Donc les 4700 cas de cancer observés chez la femme provoqués par le papillomavirus incluent donc le col, 3000, la vulve et l'ORL. L'homme, on a à peu près 1100 cas de cancer oropharyngé et les cancers de l'anus qui sont autour de à peu près 500 à 600 cas chaque année. Donc vous voyez qu'au global, on a tous les ans en moyenne 6500 cancers chez la femme et chez l'homme induits par ces virus. Alors le point important qu'il faut bien comprendre, c'est que sur tous ces sites-là, le col est le site qui est le plus vulnérable au papillomavirus. C'est celui qui rassemble le maximum de cancers, je vous l'ai dit, et donc on a une vulnérabilité particulière du col, mais on a aussi un autre paramètre, c'est qu'il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus. Donc tous les cancers du col sont provoqués par un papillomavirus et on a en plus une vulnérabilité sur ce site. Si je prends les cancers de la vulve, il y en a beaucoup moins, et bien là il n'y a que 50% des cancers de la vulve qui sont provoqués par les papillomavirus, au même titre que les cancers de la verge chez l'homme. Les cancers anaux, c'est 80%, et les cancers oropharyngés, selon les pays, l'impact des papillomavirus, c'est 30 à 50%. Alors, lorsqu'on a dit ça, il y a quand même des virus dominants qui sont beaucoup plus à risque que d'autres. Le 16 est le virus le plus à risque qui impacte finalement tous les sites. Cependant, sur le col, le 16 ne représente que 50% des lésions précancéreuses et 60% des cancers. Ce n'est pas la totalité. Ça veut dire que sur le col, il y a d'autres virus à risque qui vont donc induire les lésions précancéreuses et cancéreuses. On a dit à peu près 7 papillomavirus à risque. À l'inverse, sur la vulve, le 16, c'est 80% des cancers. À l'anus, le 16, c'est 85% des cancers. Au niveau oropharyngé, le 16, c'est 90% des cancers oropharyngés. Vous voyez que finalement, et ça c'est important, surtout quand on parle de transmission, sur le col, il n'y a pas que le 16, même s'il est dominant, mais sur les autres sites, c'est essentiellement le 16.
Et avoir l'information du type de virus permet aussi de moduler et de répondre aux questions éventuellement sur la transmission. Alors, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, et il est très important. Si le col est le site dominant, c'est le problème de santé publique. Si la susceptibilité est la plus grande, et s'il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus, il y a un avantage sur le col qu'il n'y a pas sur les autres sites. Sur le col, il y a le dépistage. On peut, lorsqu'on a un papillomavirus et que ce virus a entraîné des lésions, c'est jamais un cancer d'emblée. L'histoire naturelle, je vous l'ai dit, est en général très longue. Je ne veux pas parler des cas exceptionnels, des cancers qui évoluent assez rapidement chez certaines femmes jeunes, mais d'une manière générale, c'est une évolution très lente. Et lorsque on dépiste, par le frottis jusqu'à présent, mais on va en parler maintenant, c'est le test papillomavirus, eh bien on dépiste. L'objectif, c'est de dépister au stade du pré-cancer pour éviter le cancer. Donc, en définitive, sur le col, parce qu'il y a le dépistage, eh bien, on a un moyen d'éviter le cancer. Sur les autres sites, on n'a pas de dépistage. Et au niveau de l'oropharynx, eh bien, évidemment, on est confronté, il n'y a pas de signe précurseur avant identifiable, il n'y a pas de dépistage des lésions précancéreuses au niveau oropharyngé, on est confronté directement au cancer. On a quand même des indicateurs, je l'ai dit. Le 16 au niveau oral, oropharyngé essentiellement, le 16 au niveau anal, et au niveau du col, c'est finalement, le 16 est important, mais il y en a d'autres, mais on a le dépistage, et je vais en parler bien entendu de la vaccination. Donc voilà un petit peu le panorama de tout ça, juste pour dire que on a deux outils de prévention très importants. Le premier, c'est celui qui est connu depuis longtemps, c'est le dépistage, et c'est le dépistage par le frottis. Ce dépistage par frottis a entraîné une diminution très nette des cancers du col depuis son introduction dans les années 40, mais ce frottis n'a pas éradiqué la maladie, puisqu'on a toujours 3004 cancers. La mortalité est toujours là. Pourquoi? Parce que le frottis, c'est un outil qui est imparfait, et le dépistage n'a de sens que si la couverture est optimale. Ça veut dire qu'il faut réaliser ces dépistages de manière très régulière. Alors, jusque-là, le dépistage par frottis, c'est un frottis tous les 3 ans chez les femmes, au-delà de 25 ans. Hein. Les nouvelles recommandations françaises, justement parce que le frottis comporte ses limites, sont associés au concert international de proposer justement un outil beaucoup plus sensible que le frottis, qui est celui du test HPV. Et parce qu'il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus, eh bien, il y a du sens à détecter finalement les femmes qui portent ce marqueur de risque. Cependant, toutes celles qui portent le marqueur de risque n'ont pas forcément une lésion. Parce que, comme je l'ai dit, quand on observe l'histoire naturelle de la maladie, eh bien, on est exposé à un virus à risque, par exemple un 16 à un instant T. Ce virus 16 va rester silencieux pendant quelques années. Dans certains cas, il va pouvoir être éliminé, je l'ai dit, c'est jusqu'à 90%. Dans d'autres, des lésions vont apparaître. Le frottis va se modifier s'il est parlant, et puis on va détecter les anomalies, etc. Donc on a une histoire qui est relativement longue, du pré-cancer jusqu'au cancer. Donc lorsqu'on fait un test papillomavirus et qu'on vous dit il est positif, eh bien vous ne savez pas à quel niveau vous vous situez. Ça peut être au stade du silence, il n'y a pas d'anomalie, ça peut être au stade de lésion mineure, ça peut être au stade du pré-cancer, et de manière très exceptionnelle au stade du cancer. Donc, le dépistage basé sur l'HPV est un dépistage qui permet de cibler une population à risque. Chez les femmes de plus de 30 ans, et d'ailleurs c'est
au-delà de 30 ans que ce test est proposé. Entre 25 et 30 ans, c'est toujours le frottis. Au-delà de 30 ans, un test HPV est proposé. Ça représente à peu près 12% de la population. En d'autres termes, près de 90% de la population au-delà de 30 ans ne sont pas à risque immédiat de développer la maladie. Et donc, ces femmes qui sont HPV négatives à un instant T n'ont pas de risque de développer une lésion précancéreuse dans l'intervalle des 5 ans, puisque le test est proposé tous les 5 ans. Donc, on peut sans difficulté sortir d'un dépistage trop rapproché et concentrer les efforts de dépistage chez les patientes qui sont HPV positives. Ça représente à peu près 10 à 12% de la population. Et chez celles-là, malgré tout, comme je l'ai dit, elles n'ont pas forcément des lésions. Il faut trier cette population avec le frottis. En d'autres termes, on inverse un petit peu le paradigme. On ne fait plus de frottis en première intention. On cible une population à risque avec l'HPV et on fait un frottis que si le test est positif, si le test HPV est positif. Si le frottis est négatif, comme la patiente était HPV positif à un instant T, il faut lui refaire un autre test HPV un an plus tard. Et envoyer, donc pour faire un examen plus poussé, ce qu'on appelle une colposcopie, si le test HPV demeure persistant chez cette patiente. Si par contre le frottis est anormal à la suite d'un test HPV positif, on va évidemment l'explorer et faire la colposcopie. Donc vous voyez qu'on est dans un schéma assez rationnel, mais il ne faut pas non plus trop déborder, le risque étant évidemment de détecter un nombre important de femmes porteuses d'un virus sans lésion. L'autre approche est la vaccination. Alors, vous allez me dire, s'il y a le dépistage, et surtout avec un dépistage HPV, pourquoi la vaccination? Alors, d'abord parce que jusqu'à présent, la cytologie n'était pas tout à fait performante. Tout le monde n'y était pas compliant, la couverture au dépistage n'était pas bonne. Et donc, la vaccination, elle a du sens parce que, à la différence du dépistage qui exige une rythmicité toute la vie chez les femmes candidates au dépistage. La vaccination permet, avec 2 ou 3 injections, d'apporter une protection, maintenant démontrée sur le très long cours, très importante. Cette vaccination, elle est proposée aux jeunes filles ou aux jeunes garçons maintenant de 11 à 19 ans révolus, selon un schéma bien déterminé. Et l'avantage qu'elle a, cette vaccination, en particulier chez la jeune fille, c'est qu'elle va éviter les lésions précancéreuses. C'est-à-dire, parce que le vaccin va préparer sur le plan immunologique la personne qui l'a reçu, lorsque cette personne va rencontrer les virus, elle va neutraliser donc les virus, et de fait, il n'y aura pas de lésions précancéreuses. Alors que le dépistage, lui, laisse. Son but, c'est de détecter les lésions précancéreuses et de les traiter. Donc vous voyez que la vaccination agit très en amont, elle neutralise les virus dès les premiers contacts et évite de développer précancer et cancer, le dépistage permettant à l'objectif de détecter en particulier les précancers. Donc cette vaccination, elle a été rapportée comme étant donc maintenant avec un recul, on a avec les essais cliniques, je dois dire presque 18 ans de recul avec les essais cliniques. On a 13 à 14 ans de recul dans le monde sur cette vaccination. Je dois dire que nous avons maintenant à notre disposition un nouveau vaccin, parce que jusque-là on avait ce qu'on appelle un vaccin 4 valences, qui protégeait contre les virus à risque les plus actifs ou les plus fréquents, sont les 16 et 18, et contre les virus des condylomes acuminés, les 6-11. Ce vaccin 4 valences, avec 16-18, ne protégeait finalement des précancers qu'à 60%. C'est-à-dire que ces
ces jeunes filles continuaient à avoir des lésions précancéreuses plus tard, pouvaient continuer à avoir des lésions précancéreuses. Aujourd'hui, nous avons avec le vaccin 9 valents, c'est-à-dire 2 virus à bas risque 6-11 et 7 virus à haut risque, on apporte une protection vis-à-vis des lésions précancéreuses et des cancers de presque 90%. C'est énorme. Donc, ce vaccin est disponible maintenant depuis 2 ans et il est donc toujours pour la cible qu'on a dit, les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors, depuis quelques mois, il y a une recommandation française pour la vaccination du garçon. Pourquoi vacciner le garçon? Eh bien, d'abord parce que la jeune fille en France, il n'y a pas une couverture vaccinale très importante. Jusque-là, il y a une espèce de défiance vis-à-vis des vaccins en général et celui-là en particulier. Donc, pour augmenter, si vous voulez, l'impact sur la fille, ce qu'on appelle l'immunité de groupe, eh bien, vacciner le garçon permet aussi d'impacter la fille en limitant la circulation du virus. On vaccine le garçon parce qu'il ne fera plus de condylome acuminé, ça protège à presque 100%, et on vaccine le garçon pour ses pathologies propres, c'est-à-dire les cancers de l'anus, dont on sait qu'ils sont plus prévalents, en particulier dans les populations à risque immunodéprimées et homosexuelles. Et on vaccine le garçon parce que, eh bien, on sait, même si la démonstration n'est pas faite complètement, mais le rationnel est là, parce que les cancers de l'oropharynx, eh bien, sont majoritaires, sont les plus fréquents chez le garçon. Voilà, donc, finalement, dépistage et vaccination, c'est des approches de contrôle de la maladie à plusieurs niveaux. La vaccination sur plusieurs sites, le dépistage que sur le col. Vous voyez que l'importance de la vaccination, c'est qu'on couvre finalement plusieurs sites, en particulier des sites qui n'ont pas de dépistage. Mais c'est complémentaire. Ça veut dire que la vaccination est proposée aux jeunes, comme je viens de le dire, et cette vaccination est là pour les protéger dans l'avenir de tous les précancers et cancers dont je viens de parler. Le dépistage, il va se poursuivre chez ces personnes vaccinées, mais il se poursuit essentiellement chez les adultes qui n'ont pas bénéficié de la vaccination. C'est le seul moyen de contrôle de la maladie. Et quand on parle de dépistage, je le rappelle, c'est le dépistage du cancer du col. Voilà.